La véritable histoire derrière le loup de Wall Street est bien plus dérangeante qu'on ne l'imagine. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière l'excès, les yachts et les scènes devenues cultes, des milliers de victimes ont réellement perdu leurs économies. Pas de fiction abstraite. Des vies bien concrètes. Et pendant des années, personne n'a vraiment réussi à arrêter la machine. Voici l'histoire réelle. Jordan Belfort n'est pas un personnage sorti de l'imagination d'Hollywood. Il est un jeune courtier new-yorkais ambitieux qui débute à la fin des années 1980, en pleine euphorie financière. Son premier choc survient lors du krach de 1987. Wall Street s'effondre en une journée. Mais Belfort comprend une chose essentielle. L'argent ne disparaît pas, il change simplement de main. Plutôt que de renoncer, il se tourne vers un secteur peu surveillé à l'époque, les penny stocks. Des actions de sociétés obscures, souvent sans réelle activité, vendues à des particuliers mal informés. Les commissions sont énormes, parfois plus de 50% par transaction. Et surtout, le contrôle est quasi inexistant. Avec quelques associés, Belfort fonde Stratton Oakmont, officiellement une maison de courtage dynamique. En réalité, une machine à manipulation. Les courtiers y apprennent à vendre n'importe quoi à n'importe qui, par téléphone, en jouant sur la peur de rater une opportunité unique. Les clients sont souvent des retraités, des petits épargnants, des gens qui font confiance. Les actions sont surévaluées artificiellement. Stratton achète à bas prix, pousse ses clients à acheter, fait monter le cours, puis revend massivement. Quand le titre s'effondre, les clients perdent tout. Stratton, elle, empoche les commissions. Ce schéma se répète des centaines de fois. À l'intérieur de l'entreprise, l'ambiance est délirante. Drogue, prostitution, humiliation publique. Mais ce chaos n'est pas un simple décor. Il sert un objectif précis, maintenir les employés dans un état d'excitation permanente, les empêcher de réfléchir, de remettre en question le système. Plus ils vendent, plus ils sont récompensés. Moralité et légalité deviennent secondaires. Pendant des années, les autorités ferment les yeux ou réagissent trop lentement. Les plaintes s'accumulent. Les régulateurs enquêtent, mais Stratton Oakmont change de structure, déplace des fonds, utilise des comptes offshore. Belfort se sent intouchable. La chute commence réellement quand le FBI entre en scène. Pas à cause des excès, ni même des arnaques boursières au départ, mais à cause du blanchiment d'argent. Les flux financiers deviennent trop importants pour passer inaperçus. Belfort est surveillé. Ses communications sont écoutées, ses proches commencent à parler. Arrêté en 1998, Jordan Belfort risque plus de 30 ans de prison. Mais la réalité judiciaire est, là encore, dérangeante. Il accepte de coopérer. Il dénonce ses anciens associés. En échange, sa peine est réduite. Il passera finalement moins de 2 ans en prison. Des milliers de victimes, elles, ne récupéreront qu'une fraction de leur argent. Certaines, jamais rien. Pourquoi cette histoire a-t-elle fasciné le cinéma? Parce qu'elle incarne une époque où l'avidité était presque une vertu. Parce que le personnage est excessif, charismatique, choquant. Et parce que la frontière entre succès et criminalité y est volontairement floue. Le film choisit de montrer le point de vue interne. L'ivresse, la montée, l'arrogance. La réalité, elle, est plus froide, beaucoup plus méthodique. Moins de fêtes spectaculaires, plus de manipulation psychologique. Moins d'improvisation, plus de calcul. Certaines victimes ont d'ailleurs critiqué le film. Pas pour ses inexactitudes majeures, mais pour ce qui l'omet émotionnellement. La souffrance silencieuse de ceux qui ont tout perdu. Le déséquilibre entre la punition subie et les dégâts causés. Aujourd'hui, Jordan Belfort est libre. Il donne des conférences. Il vend des formations. Il raconte sa version de l'histoire. Légalement, il a purgé sa peine. Moralement, le débat reste ouvert. Cette affaire révèle quelque chose de profond sur notre rapport à la réussite. Tant que les chiffres montent, tant que l'image est brillante,
Les méthodes passent au second plan, jusqu'au jour où tout s'effondre. La version réelle est plus dérangeante que la fiction, parce qu'elle ne se termine pas vraiment. Les conséquences, elles, existent encore. Et vous, pensez-vous que la société punit réellement ce type de dérive, ou qu'elle les tolère tant qu'elles rapportent?